Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Est-ce que vous connaissez l'île de Guadalcanal ? Nous sommes au milieu des îles Salomon, cet archipel baigné par l'océan Pacifique et la mer des Salomon. Donc, pour situer les choses, c'est à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette île Salomon cache évidemment, abrite, si je puis dire derrière ce nom, une terrible série de batailles de la guerre du Pacifique. Tout ça a commencé à l'été 1942 avec s'affrontant deux volontés. D'un côté, celle des Japonais qui entendent affermir leur expansion jusqu'aux portes de l'Océanie, et puis de l'autre, celle des Américains traumatisés par l'attaque contre Pearl Harbor et qui cherchent à contrer efficacement, le plus possible en tout cas, le Japon. Pendant des mois, Guadalcanal va devenir un théâtre d'opération, mais d'une violence dont on n'a même plus idée. Finalement, les Américains prennent le dessus, si bien qu'au début de 1943, les Japonais se résolvent à évacuer l'île. Parmi les grands officiers nippons qui doivent gérer cette retraite, celui qui va être au cœur de ce récit, l'amiral Yamamoto Isoroku, commandant en chef de la flotte combinée japonaise, un tout petit bonhomme, imaginez un homme d'1m60, il n'a pas tout à fait 59 ans, les cheveux déjà rares éclaircis, il a un visage un petit peu replet, il est exactement l'image qu'on se fait du commandant japonais, digne, sagace, le regard un peu fatigué, comme ça, un peu sombre. Cet homme-là n'est pas n'importe qui pour les Américains, puisque c'est lui qui a supervisé la célèbre attaque contre Pearl Harbor, qui a décidé de tout à la fin de 1941. Avant ça, Yamamoto a été un officier au parcours riche, aux sentiments complexes face à la guerre, et pour le comprendre, l'idée serait de nous arrêter un petit peu sur le parcours de ce petit grand homme. Il était né en 1884, son père avait été samouraï, mais oui, il a fait ses armes lors de la guerre contre la Russie, vous savez, la célèbre guerre de 1905, qui s'est soldée par la victoire du Japon et qui a révélé militairement l'Empire du Soleil Levant. Yamamoto garde une trace très concrète de ce conflit. Tout jeune, il y a perdu plusieurs doigts de la main gauche, ça fait partie des choses qui marquent, évidemment. Après ça, son talent a été remarqué, on l'a vu gravir les échelons et bientôt, il a été envoyé en poste dans un autre pays en pleine ascension, les États-Unis. Voici ce que dans leur encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale écrivent Bruce DeHart et Spencer Tucker. Entre 1919 et 1921, Yamamoto étudia l'anglais à l'université Harvard. Il servit comme attaché naval à Washington de 1926 à 1928. Le temps passé par Yamamoto aux États-Unis le persuada du potentiel économique sans limite de ce pays et de la qualité relativement basse de la Navy américaine. Et dans les années 30, à son retour chez lui, il s'est imposé parmi les plus hauts officiers japonais. Il a beaucoup travaillé à la progression de la force aéronavale de son pays. Quant à la préparation d'un affrontement contre les États-Unis, ça lui semblait une mauvaise idée. Vous imaginez bien, étant donné ce qu'avait pu être sa formation. Il connaissait la puissance américaine. Il estimait que Washington aurait le souffle nécessaire pour soutenir un long conflit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je dois vous dire qu'il n'est pas très optimiste à l'approche de la guerre du Pacifique, Yamamoto. Il n'empêche, c'est lui qui tient le rôle clé au moment de l'attaque de Pearl Harbor, donc en décembre 1941. La réussite de cette opération a fait de lui une figure extrêmement importante, incontournable, on peut le dire, dans l'état-major japonais. Et après ça, pourtant, Yamamoto a affronté des échecs. Et quand je dis des échecs, pas de petits échecs. D'abord, il y a eu la célèbre bataille de Midway au printemps 1942, où ses plans n'ont pas fonctionné. Vous savez que les Américains ont infligé là des dégâts terribles au Japon. Et puis, il y a eu les combats de Guadalcanal, ceux que j'évoquais là, et qui se terminent donc, qui se closent par un recul humiliant des Japonais. Ça, c'était au début de 1943. Voici ce que nous dit Hiroyuki Agawa, qui est biographe de Yamamoto. Les soldats rescapés n'avaient plus que la peau sur les os, et leurs articulations paraissaient énormes tant les membres étaient décharnés. Ils souffraient tous de dysenterie. Tant de souffrances n'avaient servi à rien. Les Américains avaient maintenant le contrôle de la mer et de l'espace aérien partout au sud des îles Salomon. La prophétie de Yamamoto s'accomplissait. Il avait annoncé 1 an à 1 an et demi de victoire, et maintenant le Japon était sur la défensive.
Et dans le départ compliqué des troupes nippones de Guadalcanal, il y a quand même une circonstance plutôt favorable, c'est qu'ils vont réussir à répandre de fausses informations sur le réseau militaire ennemi. Les Américains se sont fait avoir, ils donnent des ordres qui ne sont pas adaptés à leur flotte et ça va permettre à des unités japonaises importantes d'être secourues. Il a donc fallu passer par la ruse. Le renseignement, ça ne fonctionne pas que dans un sens. C'est certain qu'on peut duper les Américains lorsqu'on possède un certain nombre de rouages d'informations, mais après cette réussite japonaise, les Américains vont, c'est la réponse du berger à la bergère, ils vont réussir le 14 avril 1943 à s'emparer d'une information incroyable, une information qui concerne directement Yamamoto, une information, disons-le, qui pourrait bien changer le cours de la guerre. Vous écoutez Radio Classique. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, m'a remis juste avant que je n'entre dans ce studio un petit livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher et qui s'appelle « La mort fantôme, l'assassinat ciblé comme arme de guerre ». Ce sont des cas d'assassinat ciblé qui ont changé ou qui ont voulu changer l'histoire et c'est signé Guéric Poncet, qui est journaliste au Point. Et voici ce que dit Guéric Poncet. Le 14 avril 1943, 3 stations d'écoute du réseau Magic de l'US Navy captent le même message codé. Les services de renseignement peinent à croire ce qu'ils ont sous les yeux. Chiffré avec un vieux code naval périmé depuis 2 mois, il s'agit de l'itinéraire complet de l'amiral Yamamoto pour sa tournée d'inspection dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée, destinée à remonter le moral des troupes après la débâcle de Guadalcanal. Tout est détaillé, les horaires précis à la minute près, mais aussi le nombre et le type d'appareils de transport et d'escorte. C'est quand même incroyable d'avoir un agenda pareil, opportunité incroyable pour les Américains. C'est un peu déroutant aussi. Est-ce que les Japonais ont un excès de confiance dans leur capacité à chiffrer les messages? Est-ce qu'ils ont été un peu légers, dans une forme de précipitation? Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une fausse information? En cette mi-avril 1943, ce sont des questions qui remuent sans doute bien des méninges, si l'on peut dire, au plus haut du renseignement et de l'état-major américain. Et puis, il faut ajouter une autre question. Est-ce qu'il faut vraiment sauter sur cette occasion en envoyant des avions attaquer le convoi de Yamamoto? Guéric Poncet de nouveau. Le président Roosevelt réfléchit. Il a le pouvoir d'éliminer le cerveau de l'attaque contre Pearl Harbor, chef d'orchestre de la guerre du Pacifique côté japonais. Mais cela risque de montrer à l'ennemi que son système de chiffrement a été décodé par les experts américains. C'est toujours la même chose, hein. Quand vous utilisez une nouvelle qui a été récupérée, une information qui a été récupérée grâce au déchiffrement d'un code, le simple fait de l'utiliser vous dénonce aux yeux de l'ennemi, qui sait que désormais vous savez lire son code et qui va donc en changer. Il y a un autre motif de doute, c'est que, comme l'ont montré les défaites japonaises récentes, Yamamoto a plutôt poussé vers des options stratégiques médiocres face aux Américains. Peut-être que, après tout, cet homme-là est tellement inefficace qu'il serait plus utile de le maintenir à son poste. Bref, les Américains réfléchissent et le 17 avril, ils tranchent. Ils vont monter une opération vengeance qui vise à neutraliser, le terme est élégant, à neutraliser Yamamoto. L'amiral japonais, de son côté, ne se doute pas de ce qui se trame de l'autre côté de l'Atlantique. Il se trouve à Rabaul, à ce moment-là, qui est une base située au fond d'une grande baie en Nouvelle-Bretagne, une île qui est à 1 millier de kilomètres, en gros, 1 millier de kilomètres au nord-ouest de Guadalcanal. Même si au départ, Yamamoto avait souhaité être transféré sur une base au Japon, il comprend l'effet que peut avoir sa présence dans cette région. La tournée qu'il doit effectuer lui paraît utile. Il a à son côté un vice-amiral qui s'appelle Ugaki, et le but, encore une fois, c'est de donner confiance à toutes ces troupes un peu décontenancées par l'accumulation des défaites de ces derniers mois. Pas mal d'inquiétudes autour de l'amiral. Cette tournée prévoit qu'il se rende dans la région des îles Bougainville, donc au sud-est, et aux yeux de certains, c'est un peu loin, les îles Bougainville. Les avions prévus pour escorter Yamamoto ne sont pas assez nombreux, et ils risquent de s'exposer à la frappe américaine dans cette zone qui est très importante. Et évidemment, tout ça fait des discussions dans l'état-major japonais. Pour autant,
les Japonais ne décident pas de modifier le plan de la tournée de Yamamoto. Il y a d'autres motifs de doute. Le 17 avril, un officier fait part à l'amiral du risque insensé qui a été pris en diffusant son itinéraire exact et détaillé de manière si légère à un certain nombre de personnalités. Si on en croit le biographe de Yamamoto, il aurait répondu « Je dois y aller. Je leur ai fait savoir que je viendrai. Ils auront tout prévu pour mon arrivée. Je partirai demain et serai de retour à la tombée de la nuit. Pourquoi ne dînerions-nous pas ensemble ?» Et donc, nous y sommes. Le lendemain matin, on est le 18 avril 1943, Yamamoto, qui est en tenue sombre, prend place dans son bombardier. Tout ça est exactement conforme au plan qui avait été établi. Le vice-amiral à ses côtés, la Ugaki, avec son air rude, c'est un grand officier japonais. Il s'installe dans un autre appareil, tout à fait du même genre, et les pilotes, qui sont réglés, j'allais dire comme des montres suisses, ou en tout cas comme des protocoles japonais, décollent à l'heure dite. Yamamoto et Ugaki peuvent admirer le ciel dégagé au-dessus de la mer des Salomon. Leur escadre, qui compte 2 bombardiers et 6 chasseurs Mitsubishi, progresse à toute vitesse. Le début du voyage se passe plutôt bien. Et les voilà qui déjà survolent l'île Bougainville. Ils approchent de la base qui doit les recevoir et le pilote d'un des chasseurs japonais donne l'alerte. Voici ce que nous dit de nouveau Hiroyuki Agawa. Il vint se placer devant les appareils transportant Yamamoto et sa suite. Le chasseur battait des ailes et le pilote désignait un peu plus bas. Regardant au-dessous d'eux, les équipages aperçurent alors des chasseurs américains P-38, une douzaine au moins, probablement davantage. Les P-38 avaient repéré les avions japonais. Instantanément, ils larguèrent leurs réservoirs supplémentaires et se partagèrent en 2 formations. Ils étaient prêts à l'attaque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les pilotes américains qui sont venus intercepter cette escadre volante, l'escadre de l'amiral Yamamoto, ont été assez malins pour ne pas être repérés par les Japonais. Ils ont fait un grand détour, 1600 km. Ils ont volé pendant toute la fin de leur voyage extrêmement près de la surface de l'océan. Et c'est une manœuvre qui a marché puisque les Japonais ont bel et bien été surpris, ce qui ne les empêche pas de réagir, évidemment. Les chasseurs japonais font tout pour gêner les P-38 américains, tandis que les 2 bombardiers, qui en l'occurrence sont des avions de convoi, des avions de transport, les bombardiers qui transportent respectivement l'amiral Yamamoto et le vice-amiral Ugaki, les 2 bombardiers essaient de fuir. Le ciel de l'île Bougainville devient le théâtre des espèces de courses-poursuites. C'est très confus, c'est difficile à suivre même. Les tirs fusent évidemment. Le bombardier de Yamamoto perd de l'altitude. Ça y est, le voilà qui déjà est en train de sombrer. Il va aller s'abîmer au milieu de la végétation qui se trouve là. Et on voit un panache, vous savez, cette espèce de panache foncé qui s'élève au-dessus de la forêt équatoriale. Quant au second bombardier, celui de l'amiral Ugaki, du vice-amiral. Il tente de s'échapper, lui, dans une autre direction, en rasant la mer, situation qui n'est pas gérable, et il va finir sa course sur la surface de l'eau avec un fracas terrible. Les Américains, qui vont déplorer dans cette affaire la perte d'un de leurs chasseurs, ont donc réussi à faire chuter les 2 bombardiers. Pas question maintenant d'aller s'attarder dans la zone, avec quand même une question, est-ce qu'ils ont tué de façon certaine les 2 cibles qu'ils avaient ? En fait, on ne peut pas en être sûr. Si Yamamoto se trouvait bien dans le bombardier qui s'est écrasé dans la jungle, il y a peu de chances qu'il en ait réchappé. Pour l'autre bombardier, c'est moins clair. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça paraisse, il y a quelques survivants dans cet équipage-là. Et parmi eux, le coriace vice-amiral Ugaki, qui a été comme catapulté dans la mer. Alors évidemment, il n'est pas beau à voir. Il saigne d'un peu partout, il a un bras cassé, mais il a survécu. Des caisses de bois flottaient aux alentours de l'épave, nous dit Hiroyuki Agawa. Ugaki agrippa une grande caisse à outils grise. Il parvint alors à nager avec les jambes seules, puis il aperçut un membre de l'équipage qui nageait devant lui. Il le héla, mais du rivage venait la crépitation d'un fusil mitrailleur. Des soldats japonais les avaient aperçus et les prenaient pour des Américains. Les tirs frappent l'eau à leur approche. Il faut du temps pour que le quiproquo se dissipe. Les soldats amis vont se porter au secours de ces gens. Bref, vous avez compris que eux, de leur côté, vont s'en sortir. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Inutile de vous dire que les hautes autorités japonaises sont mises au courant de ce qu'il vient de se passer. Et la grande question maintenant, c'est de savoir ce qu'il est advenu de Yamamoto. Le lieu où son bombardier s'est abîmé est vraiment très inaccessible. Je vous ai parlé de cette forêt, de cette jungle équatoriale. Un groupe va y parvenir le 19 avril, mais au prix de très très gros efforts. Et la scène qu'on découvre est lugubre. On retrouve des corps ça et là près de l'avion abattu. Et si l'on en croit le témoignage qui sera officialisé, Yamamoto se trouve parmi, l'un des corps est identifié comme celui de l'amiral. Même s'il a été touché par une balle au visage, il paraît paisible dans la mort. Il a ses superbes médailles là sur sa veste foncée. Il a l'air prêt à dégainer une longue lame aiguisée comme aurait pu le faire son samouraï de père. Que cette image de dignité combative soit réelle ou qu'elle soit une reconstruction des services de propagande japonais, en tout cas, une chose est certaine, l'assassinat ciblé des Américains a été un succès, un très net succès. La mort de l'amiral va devoir être admise. Et on va la rendre publique. Les autorités japonaises décident de la rendre publique un peu plus d'un mois après les faits. Et évidemment, Washington peut s'estimer satisfait. L'opinion américaine est comblée. C'est la fin du bourreau de Pearl Harbor. Faites confiance à la presse américaine pour en faire des tonnes là-dessus. Il y a quand même des avis un peu plus réservés. Et à Londres, notamment, on s'irrite vraiment. Je cite Guéric Poncet, donc auteur de La mort fantôme aux éditions du Rocher. Pour Churchill, aucun officier général, pas même Yamamoto, ne valait de risquer de laisser comprendre aux Japonais et donc aux Allemands que les codes de communication avaient été déchiffrés. Surtout que, contrairement aux ordres, l'un des pilotes américains a rompu le silence radio en s'adressant à sa base sur le chemin du retour. Ce fils de... Vous voyez comment Churchill peut s'exprimer. Il ne dictera pas ces termes à la Maison-Blanche. Alors que la mission devait être présentée comme une interception d'opportunité, nous dit Guéric Poncet, liée au hasard, cette mission, les Japonais avaient là la confirmation que les Américains savaient que Yamamoto serait à bord d'un de ces appareils, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui si cette transmission a été captée ou non. Quoi qu'il en soit, Churchill aurait ordonné dans la foulée de stopper le partage des renseignements les plus secrets avec les États-Unis, de les stopper pendant plusieurs mois. C'est très intéressant ça, parce que c'est un éclairage particulièrement net sur les deux façons de faire la guerre entre Washington et Londres, entre le président Roosevelt et son entourage et le cabinet du Premier ministre Churchill. Chez Churchill, on essaie d'être plus rusé que l'ennemi et de voir sur le long terme. Aux États-Unis, on est d'abord efficace et l'on veut marquer les esprits. Vous écoutez Radio Classique.